Dès le jour où l'Allemagne comprit que la guerre était perdue, Stalingrad, secteur Krasny-Oktiabre, 31 janvier 1943, 06h23. Le général-oberst Friedrich Paulus, 52 ans, commandant de la 6e armée allemande, tient dans sa main droite tremblante un message du Führer qui vient d'arriver par radio il y a 18 minutes. Dans sa main gauche, un Walter P38 chargé de 8 cartouches. Autour de lui, dans ce qui reste du sous-sol de l'usine de tracteurs transformée en bunker de commandement, 37 officiers supérieurs attendent sa décision. La température intérieure est de moins 12 degrés Celsius. Dehors, les T-34 soviétiques sont à 240 mètres, leurs chenilles écrasant les corps gelés de 3000 soldats allemands tombés durant les 72 dernières heures. Le message de Hitler est clair. Interdiction formelle de se rendre, ordre de combattre jusqu'au dernier homme, promotion au grade de général-feldmarschall effective immédiatement. Paulus sait ce que cette promotion signifie. Dans toute l'histoire militaire prussienne, aucun feldmarschall ne s'est jamais rendu vivant. C'est un ordre de suicide déguisé en honneur. Mais ce que Hitler ignore à 1800 km de là, dans son quartier général de Rastenburg, c'est que Paulus n'a plus d'armée à commander. Des 285 000 hommes qui ont franchi la Volga en septembre, il reste exactement 91 000 fantômes affamés, gelés, malades, dont seulement 6 000 peuvent encore tenir une arme. Les munitions sont épuisées depuis 4 jours. Le dernier cheval a été mangé il y a 1 semaine. Les médecins allemands amputent maintenant sans anesthésie avec des scies rouillées. Dites-nous d'où vous nous regardez et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné. La décision que Paulus doit prendre dans les prochaines minutes ne concerne pas seulement sa propre survie ou celle de ses hommes. C'est le moment où l'Allemagne nazie, pour la première fois depuis le début de la guerre en 1939, va devoir admettre publiquement une défaite totale. C'est le jour où la machine de propagande de Goebbels ne pourra plus transformer un désastre en victoire stratégique. C'est l'instant où 100 millions d'Allemands vont comprendre que leur fils meurt pour une cause perdue. Et tout commence avec ce que Paulus va faire dans les prochaines secondes. 8 semaines plus tôt, le 5 décembre 1942, dans la même salle, l'atmosphère était totalement différente. Paulus, alors simple général-oberst, présidait une réunion d'état-major avec ses 6 commandants de corps d'armée. Sur la table en acier, une carte détaillée de Stalingrad montrait la 6e armée contrôlant 90% de la ville. Le général der Panzertruppe, Walter von Seydlitz-Kurzbach, 43 ans, natif de Hambourg, commandant du LI. Armée-corps pointait avec satisfaction les positions allemandes le long de la Volga. Meine Herren, avait déclaré Paulus, nous tenons la ville. Les soviétiques sont acculés sur une bande de terre de 800 mètres de large le long du fleuve. Le général-oberst von Weichs estime qu'il nous faut encore 15 jours maximum pour éliminer les dernières poches de résistance. Les chiffres semblaient confirmer cette confiance. La 6e armée comptait alors 285 000 hommes parfaitement équipés, 700 chars Panzer III et IV, 1400 pièces d'artillerie et bénéficiait du soutien permanent de la Luftflotte 4 du général-oberst Wolfram von Richthofen avec 340 Junkers, Ju-87 Stuka et 260 Messerschmitt Bf 109. Ce que ni Paulus ni ses commandants ne savaient, c'est que depuis 6 semaines, le maréchal Georgi Zhukov, 46 ans, planifiait l'opération Uranus dans le plus grand secret au Kremlin. Les services de renseignement allemands, l'Abwehr dirigé par l'admiral Wilhelm Canaris, avaient complètement échoué à détecter le rassemblement de 1 065 000 soldats soviétiques, 13 000 pièces d'artillerie, 994 chars T-34, modèle 1942, et 1115 avions Ilyushin Il-2 Sturmovik dans les forêts au nord et au sud de Stalingrad. Le lieutenant-colonel Reinhard Gehlen, 38 ans, chef du Fremde Heer Ost, renseignement sur l'armée rouge, avait bien envoyé 3 rapports en octobre et novembre signalant des mouvements suspects de troupes soviétiques. Mais le général-feldmarschall Wilhelm Keitel, chef de l'OKW, avait classé ces rapports comme exagération défaitiste.
Hitler lui-même avait déclaré le 8 novembre lors d'un discours au Bürgerbräukeller de Munich « Stalingrad est entre nos mains. Personne ne nous en chassera ». Cette arrogance allait coûter la vie à 350 000 soldats allemands. Le 19 novembre 1942 à 07h30 précise, l'enfer s'était déchaîné. 3500 canons soviétiques avaient ouvert le feu simultanément sur les positions roumaines de la 3e armée au nord de Stalingrad. En 80 minutes de barrage d'artillerie, l'équivalent de 150 000 obus avait pulvérisé les tranchées roumaines. Le général de division Mihail Lasker, 47 ans, commandant du 2e corps roumain, avait vu ses lignes s'effondrer en moins de 2 heures. À 11h15, les chars T-34 du 26e corps de chars du général Rodin avaient percé sur une profondeur de 23 km. Le lendemain, 20 novembre à 08h, le même scénario s'était répété au sud avec la 4e armée roumaine. Le lieutenant-général Ferdinand Heim, commandant du KIS-L8, Panzerkorps censé soutenir les Roumains, avait disposé de seulement 84 chars Panzer III et K4 opérationnels face à 400 T-34 soviétiques. En 6 heures, son corps blindé avait cessé d'exister comme unité combattante. Le 23 novembre à 16h, les pinces soviétiques s'étaient refermées à Kalach-sur-le-Don, un village situé 75 km à l'ouest de Stalingrad. Le Hauptmann Gerhard Hindenlang, 29 ans, du 14e Panzerdivision, avait été témoin de la jonction entre les forces du front sud-ouest et du front de Stalingrad. Dans son journal retrouvé après la guerre, il avait écrit « À 16h07, nous avons vu les premiers T-34 arriver de l'ouest. Nous pensions que c'était une contre-attaque allemande. Puis nous avons réalisé que nous étions encerclés, 285 000 hommes pris au piège comme des rats. » Dans son bunker de commandement à Golubinskaya, 80 km à l'ouest de Stalingrad, Paulus avait reçu la nouvelle à 18h43. Il avait immédiatement demandé l'autorisation à Hitler de se replier vers l'ouest pour briser l'encerclement pendant que c'était encore possible. La réponse était arrivée le 24 novembre à 09h22, signée personnellement par le Führer. La 6e armée tiendra ses positions. Pas un mètre de terrain ne sera abandonné. Le ravitaillement sera assuré par pont aérien. Cette décision reposait sur les assurances du Reichsmarschall Hermann Göring, 49 ans, commandant de la Luftwaffe. Lors d'une conférence téléphonique avec Hitler le 24 novembre, Göring avait garanti pouvoir livrer 500 tonnes de ravitaillement par jour par voie aérienne. Cette promesse était techniquement impossible. Les Junkers Ju-52 disponibles ne pouvaient transporter que 3 tonnes chacun. Il aurait fallu 167 rotations quotidiennes dans des conditions météorologiques parfaites, sans opposition aérienne soviétique, sans panne mécanique. La réalité allait être bien différente. Le général-major Martin Fiebig, 44 ans, commandant du 8. Fliegerkorps chargé du pont aérien, avait immédiatement averti que c'était impossible. Il avait calculé qu'avec les aérodromes disponibles, les conditions météorologiques de l'hiver russe et la chasse soviétique, il pourrait livrer au maximum 100 tonnes par jour. Mais Göring, soucieux de plaire à Hitler et de restaurer le prestige de la Luftwaffe après l'échec de la bataille d'Angleterre, avait maintenu sa promesse irréaliste. Du 25 novembre au 31 janvier, le pont aérien allemand allait livrer en moyenne 94 tonnes par jour. La 6e armée nécessitait 700 tonnes quotidiennes pour maintenir sa capacité combative. 300 tonnes de nourriture, 250 tonnes de munitions, 150 tonnes de carburant. Le déficit cumulé allait condamner une armée entière. Le pilote Hauptmann Hans-Georg Becher, 32 ans, natif de Stuttgart, avait effectué 27 missions de ravitaillement sur Stalingrad entre décembre et janvier. Dans ses mémoires publiés en 1956, il avait décrit l'horreur. Nous décollions de Tatsinskaya ou Morozovsk avec 3 tonnes de pain noir et de munitions. Les chasseurs soviétiques Yak-1 et l'AGG-3 nous attendaient. Sur 10 Ju-52 qui partaient, 7 arrivaient à Stalingrad, 4 rentraient à la base.
Les autres s'écrasaient en flammes dans la steppe. J'ai vu 53 de mes camarades mourir. À l'intérieur du Kessel, la poche d'encerclement, la situation se dégradait de jour en jour. Le 15 décembre, les rations alimentaires avaient été réduites à 300 grammes de pain par jour. Le 26 décembre, à 200 grammes. Le 15 janvier, à 100 grammes de pain et 50 grammes de viande de cheval. Les médecins militaires allemands avaient commencé à enregistrer les premiers cas de dystrophie sévère. L'Oberarzt Dr Kurt Reuber, 36 ans, médecin du 16 Panzer Division, tenait un journal médical méticuleux. Le 3 janvier 1943, il avait noté « Aujourd'hui 27 amputations pour gelure. Plus d'anesthésie depuis 4 jours. Les hommes hurlent. 3 sont morts de choc durant l'opération. La gangrène se propage. La température dans l'hôpital de campagne est de moins 18 degrés. Nous opérons avec des gants. Cette histoire nous a demandé beaucoup de temps à préparer et raconter. Si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela compte énormément pour nous. Revenons maintenant à l'histoire. Le 31 janvier 1943, à 06h41, 18 minutes après avoir reçu le message de Hitler, Paulus prend sa décision. Il pose le Walter P38 sur la table en acier. Il regarde le général d'air artillerie Arthur Schmidt, 50 ans, son chef d'état-major, un nazi fanatique qui a juré de ne jamais se rendre. Puis il regarde le général-major Rosk, commandant de la 71e division d'infanterie, dont il ne reste que 400 hommes sur les 12 000 d'origine. « Men Herren », dit Paulus d'une voix épuisée, « je vais me rendre personnellement aux soviétiques. Mais je ne donnerai pas l'ordre de capitulation générale. Chaque commandant d'unité est libre de décider. » C'est une formule hypocrite qui permet à Paulus de préserver techniquement son honneur prussien tout en mettant fin au massacre. À 07h15, un parlementaire soviétique est introduit dans le bunker. C'est le lieutenant-colonel Leonid Vinokur, 34 ans, du 38e régiment de fusiliers motorisés. La scène est surréaliste. Vinokur, bien nourri, en uniforme propre, offre une cigarette Bellomore Canal à Paulus, qu'il accepte avec des mains tremblantes. Le dialogue est bref. Vinokur: le commandement soviétique vous offre les honneurs de la guerre si vous vous rendez immédiatement. Paulus, après 37 secondes de silence: je me rends, mais seulement mon groupe de commandement. Les autres unités décideront indépendamment. À 07h52, Paulus quitte le bunker, escorté par 10 soldats soviétiques. Il porte son uniforme de général-feldmarschall, la promotion de Hitler effective depuis seulement 13 heures. Dans sa poche intérieure, une photographie de sa femme Helena Constance et de leurs 3 enfants. Il ne les reverra que 12 ans plus tard, en 1955, après sa libération d'un camp de prisonniers soviétiques. Pendant ce temps, dans le secteur nord de la poche, le général d'air infanterie Karl Strecker, 57 ans, commandant du 11, armée-corps, refuse de se rendre. Avec 11 000 hommes des 399e, 100e et 295e divisions d'infanterie, il tient encore l'usine de tracteurs Dzerzhinsky et le secteur Spartakovka. Strecker est un officier de la vieille école prussienne, un homme qui a combattu dans les tranchées de Verdun en 1916. Le 1er février à 09h, les forces soviétiques du général Tchouikov lancent l'assaut final contre les positions de Strecker. 570 canons d'artillerie de calibre 76 mètres à 203 mm ouvrent le feu. En 45 minutes, 32 000 obus s'abattent sur une zone de 2 km². Le bruit est si assourdissant que les soldats soviétiques à 800 mètres saignent des oreilles. L'unterofficier Wilhelm Gibeler, 24 ans, natif de Cologne, servant dans la 399e division, a survécu à ce bombardement. Son témoignage recueilli en 1962: à 09h13, le monde a explosé. Les bunkers en béton de l'usine tremblaient comme des feuilles. La poussière était si épaisse qu'on ne voyait pas à 3 mètres. Les hommes qui étaient dehors ont été déchiquetés. J'ai vu le Feldwebel Müller, mon chef de section, coupé en 2 par un éclat d'obus de 150 de mm. Sa partie supérieure a continué à ramper pendant 10 secondes avant de s'immobiliser. À 09h58, les T-34 du 13e corps de chars mécanisés attaquent.
72 chars avancent en 3 vagues. Les Allemands n'ont plus aucun moyen anti-char efficace. Les PaK-38 de 50 mm sont à court de munitions depuis 2 jours. Les équipes de Panzerfaust ont gelé à mort dans leur position. Les T-34 écrasent littéralement les tranchées allemandes sous leurs chenilles de 500 mm de large. Le Gefreiter Hans Diebold, 19 ans, de Munich, servant une mitrailleuse MG-42 dans un bunker de l'usine, vit ses dernières minutes à 10h23. Son carnet retrouvé dans ses vêtements. Les chars soviétiques sont à 50 mètres, plus de munitions. Le lieutenant Schneider s'est tiré une balle dans la tête il y a 10 minutes. Je vois les fantassins russes monter sur les débris. Ils crient « Davai, Davai, Fritz !» Je ne veux pas être capturé vivant. Maman, papa, pardonnez-moi. Le carnet s'arrête là. Diebold a été retrouvé mort d'une balle dans la tempe droite, son Walter P-38 dans la main. À 11h47, le bunker de commandement de Strecker est encerclé. Le général allemand, après avoir brûlé tous les documents secrets et les codes de chiffrement, sort avec son état-major les mains levées. À 12h40, il signe officiellement la capitulation du 11, Armée-Corps. C'est la fin officielle de la bataille de Stalingrad après 163 jours et nuits de combat. Les chiffres de cette bataille sont apocalyptiques. Du côté allemand, 147 200 morts confirmés, 91 000 prisonniers, dont seulement 5 000 rentreront en Allemagne dans les années 1950. Du côté soviétique, 478 741 morts militaires, 650 000 blessés. Pour la population civile de Stalingrad, 40 000 morts, principalement lors des bombardements de la Luftwaffe en août et septembre 1942. Mais au-delà des chiffres, Stalingrad représente un tournant psychologique. Le 3 février 1943, Joseph Goebbels, 45 ans, ministre de la propagande du Reich, doit annoncer la défaite à la radio nationale à 20h. C'est la première fois depuis 1939 que le régime nazi admet publiquement un désastre militaire. Goebbels, maître de la manipulation, transforme la défaite en épopée tragique. Ils ont combattu jusqu'à la dernière cartouche. Leur sacrifice ne sera pas vain. Mais les Allemands ne sont pas dupes. La Gestapo et le SD, Sicherheitsdienst, rapportent à partir de février 1943 une chute dramatique du moral civil. À Berlin, Munich, Hambourg, les gens parlent ouvertement dans les files d'attente, les abris anti-aériens, les usines. Les rapports secrets de Heinrich Himmler notent « Pour la première fois, des citoyens ordinaires demandent publiquement comment cette guerre peut encore être gagnée. » Dans les semaines suivant Stalingrad, 3 généraux allemands de haut rang tentent de convaincre Hitler d'entamer des négociations de paix. Le général feldmarschall Erich von Manstein, 56 ans, peut-être le meilleur stratège allemand, le suggère le 6 mars 1943. Hitler le rabroue violemment. « Jamais, nous vaincrons ou nous mourrons ». Le général Oberst Heinz Guderian, 54 ans, créateur des Panzerdivisionen, fait la même suggestion en avril. Même réponse. Dans les camps de prisonniers soviétiques, le destin des 91 000 captifs allemands est atroce. Le camp de Beketovka, à 30 km au sud de Stalingrad, reçoit 42 000 prisonniers entre le 2 et le 15 février 1943. Les conditions sont inhumaines. Baraquements non chauffés par moins 30 degrés, ration de 400 calories par jour, dysenterie massive, typhus, pas de soins médicaux. L'Obergefreiter Joachim Wider, 27 ans, aide de camp du général Seydlitz, a survécu 11 ans de captivité. Son témoignage publié en 1962 dans Stalingrad und die Verantwortung des Soldaten est glaçant. À Beketovka, entre février et mai 1943, 27 000 de mes camarades sont morts. Chaque matin, les corps gelés étaient empilés comme du bois. Les soviétiques les chargeaient sur des camions Studebaker américains fournis par le pré-bail. Les fosses communes contenaient jusqu'à 1000 corps. Mais certains prisonniers allemands vont collaborer avec les soviétiques. En juillet 1943, Moscou crée le National Comité Freies Deutschland, Comité national pour une Allemagne libre, composé d'officiers capturés à Stalingrad. Le général der Artillerie, Walter von Seydlitz-Kurzbach, le même qui 8 mois plus tôt montrait fièrement les positions allemandes sur la carte,
en devient le président militaire. Il signe des appels radiophoniques demandant aux soldats allemands de déserter. Pour Hitler, c'est une trahison impardonnable. Le 22 août 1943, un tribunal militaire à Berlin condamne Seydlitz à mort par contumace. Paulus lui-même évoluera. En captivité isolée des autres prisonniers, il est progressivement rééduqué par les interrogateurs soviétiques. En août 1944, après l'attentat raté contre Hitler, il fait une déclaration publique depuis Moscou appelant les généraux allemands à renverser le Führer. En 1946, il témoigne au procès de Nuremberg contre ses anciens camarades. Il ne rentrera en Allemagne de l'Est qu'en 1953, brisé physiquement et mentalement. Il mourra à Dresde en 1957, à 66 ans d'une sclérose latérale amyotrophique, seul et méprisé par les deux camps. Le général Feldmarschall von Manstein, après Stalingrad, tente une contre-offensive en février-mars 1943 autour de Kharkov. Il réussit temporairement à stabiliser le front sud et reprend Kharkov le 15 mars. Mais c'est un sursis tactique, pas un renversement stratégique. L'initiative est désormais du côté soviétique pour toujours. En juillet 1943, Hitler lance l'opération Citadelle, l'offensive de Koursk, espérant regagner l'initiative perdue à Stalingrad. C'est la plus grande bataille de chars de l'histoire. 6000 chars et canons d'assaut s'affrontent dans la steppe ukrainienne. L'offensive allemande échoue en 12 jours. Le 23 août 1943, l'armée rouge reprend Kharkov définitivement. À partir de là, les forces allemandes ne feront que reculer jusqu'à Berlin. Stalingrad a également des conséquences diplomatiques majeures. Le 2 février 1943, le jour même de la capitulation finale, la Turquie, qui envisageait d'entrer en guerre aux côtés de l'Axe, décide de rester neutre. Le 19 avril 1943, les Japonais, alliés de l'Allemagne, refusent définitivement d'attaquer l'Union soviétique par l'Est, comme Hitler le demandait depuis 1941. À Washington et Londres, Stalingrad renforce la conviction que l'Allemagne peut être vaincue. Pour l'Union soviétique, Stalingrad devient immédiatement un symbole de résistance héroïque. Staline ordonne que la ville ne soit jamais évacuée, même quand 90% est occupée. Le général Vassili Tchouikov, 43 ans, commandant de la 72e armée défendant la ville, établit son poste de commandement à seulement 200 mètres des lignes allemandes. Sa tactique est simple, se tenir si près des Allemands que leurs Stuka ne peuvent pas nous bombarder sans toucher leurs propres troupes. Les snipers soviétiques deviennent légendaires. Le sergent Vassili Zaïtsev, 27 ans, natif de l'Oural, abat officiellement 225 soldats allemands entre novembre 1942 et janvier 1943 avec son fusil Mosin Nagant équipé d'une lunette PU de 3,5 cré. Son duel mythique avec le major Erwin König, chef instructeur de l'école de snipers de Zossen, dure 11 jours en novembre 1942. Le 19 novembre, Zaïtsev tue König d'une balle dans la tête à 240 mètres. L'histoire, probablement embellie par la propagande soviétique, devient néanmoins un symbole de David contre Goliath. Les combats à Stalingrad atteignent des niveaux d'intensité jamais vus. L'espérance de vie moyenne d'un soldat soviétique nouvellement arrivé dans la ville est de 24 heures. Pour un officier, 3 jours. Les Allemands appellent Stalingrad Rattenkrieg, la guerre des rats. Les combats se déroulent pièce par pièce, étage par étage, souvent à la grenade et au couteau. Le contrôle d'un seul bâtiment peut changer de main 15 fois en une journée. La maison de Pavlov devient emblématique. Le sergent Yakov Pavlov, 27 ans, et 59 soldats défendent un immeuble d'habitation pendant 58 jours contre des assauts allemands constants. Les Allemands perdent plus d'hommes essayant de prendre cette maison unique que durant toute la campagne de France en 1940. Lorsque Pavlov est enfin relevé en novembre, il reste vivant avec 17 de ses hommes. Mais c'est vraiment l'opération Uranus qui a décidé du sort de la bataille. La planification de Djoukov était méticuleuse. Pendant 6 semaines en octobre-novembre 1942, il avait fait traverser la Volga de nuit à plus d'1 million d'hommes sans que les Allemands s'en aperçoivent vraiment. Les mouvements de troupes se faisaient entre 23h et 04h30.
quand l'aviation allemande ne volait pas. Les chars T-34 avaient leurs échappements enveloppés dans des couvertures pour amortir le bruit des moteurs diesel V2. Le choix de frapper les armées roumaines était calculé. Les services de renseignement soviétiques savaient que les Roumains, mal équipés et démoralisés, céderaient rapidement. Les divisions roumaines disposaient de canons anti-chars, PAK-36 de 37 mm, surnommés ironiquement Panzer-Anklopfgerät, appareil à frapper aux portes des chars, par les Allemands eux-mêmes, car ils ne pouvaient pas percer le blindage de 45 mm des T-34. L'histoire suivante que nous avons préparée pour vous est tout aussi fascinante. Ne manquez rien en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Stalingrad reste 80 ans plus tard, le symbole ultime de l'hubris militaire. Hitler avait refusé d'écouter ses généraux, avait cru aux promesses impossibles de Göring, avait sacrifié une armée entière par orgueil idéologique. Le nom même de la ville, portant celui de son ennemi mortel Staline, l'avait obsédé au point de perdre tout sens stratégique. La prise de Stalingrad n'avait aucune valeur militaire décisive. Les objectifs réels de la campagne d'été 1942 étaient les champs pétrolifères du Caucase à Bakou. Mais Hitler s'était obsédé sur la ville au nom de Staline. Cette obsession a coûté à l'Allemagne nazie sa meilleure armée, son prestige international et psychologiquement sa foi en la victoire finale. Après Stalingrad, même les nazis les plus fanatiques ont commencé à douter. Le fameux discours de Goebbels au Sportpalast de Berlin le 18 février 1943, 11 jours après Stalingrad, demandant « Voulez-vous la guerre totale ?» était précisément une tentative de mobiliser une population qui commençait à comprendre que la guerre était perdue. Les leçons de Stalingrad résonnent à travers l'histoire militaire. Ne jamais laisser une armée se faire encercler sans plan d'évasion. Ne jamais faire des promesses logistiques impossibles à tenir. Ne jamais sacrifier des hommes pour du prestige symbolique. Ne jamais ignorer les avertissements du renseignement. Ne jamais sous-estimer un ennemi combattant pour sa survie sur son propre sol. Ces principes, violés systématiquement par la Wehrmacht à Stalingrad, sont maintenant enseignés dans toutes les académies militaires du monde comme exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. Pour l'Union soviétique, le coup était également terrible. Plus d'1 million de morts militaires et civils dans la bataille et ses environs. Mais contrairement à l'Allemagne, l'URSS pouvait absorber ces pertes horribles grâce à sa population de 190 millions d'habitants et sa production industrielle qui, malgré les pertes territoriales de 1941-1942, dépassait désormais celle de l'Allemagne. En 1943, l'industrie soviétique produit 24 000 chars contre 19 000 pour l'Allemagne. En 1944, le rapport sera de 29 000 contre 19 000. La guerre d'attrition favorisait désormais massivement l'URSS. La dernière tragédie de Stalingrad concerne les civils. Environ 400 000 habitants vivaient dans la ville avant la guerre. Staline avait interdit l'évacuation, considérant que les soldats se battraient mieux en défendant une ville peuplée. Lorsque la Luftwaffe a bombardé massivement Stalingrad le 23 août 1942, tuant 40 000 civils en 24 heures, les survivants se sont réfugiés dans les caves et les égouts. Pendant 5 mois, ils ont vécu comme des taupes, partageant les abris avec les soldats, mourant de faim, de froid, de typhoïde. Combien ont survécu? Les historiens estiment entre 10 et 15 000. Les autres sont morts ou ont fui avant l'encerclement complet. Aujourd'hui, Volgograd, la ville a été renommée en 1961, est dominée par la mère Patrie Appel, une statue de 85 mètres de hauteur, l'une des plus hautes du monde. Inaugurée en 1967, elle commémore la bataille. Chaque année, le 2 février, jour anniversaire de la victoire soviétique, des dizaines de milliers de Russes viennent déposer des fleurs. Pour la Russie moderne, Stalingrad reste le symbole de la victoire sur le fascisme, le sacrifice qui a sauvé non seulement l'URSS, mais toute la civilisation européenne. Cette vision héroïque contraste avec la réalité brutale. Stalingrad fut un carnage inutile causé par 2 dictatures totalitaires qui ne valorisaient pas la vie humaine.
Hitler aurait pu ordonner la retraite de la 6e armée en novembre 1942, sauvant 285 000 hommes pour les combats futurs. Staline aurait pu évacuer la population civile en juillet 1942, épargnant 40 000 morts civiles. Ni l'un ni l'autre ne l'ont fait, car pour eux, les êtres humains étaient de simples pions sur l'échiquier géopolitique. Le 31 janvier 1943, quand Paulus pose son pistolet et décide de vivre plutôt que de suivre la logique suicidaire du nazisme, c'est peut-être le seul moment d'humanité authentique dans toute cette tragédie. Il choisit la vie de ses soldats restants, plutôt que l'honneur abstrait prussien. Pour cela, il sera méprisé par les nazis comme traître et par les anticommunistes comme collaborateur. Mais 91 000 soldats allemands ont survécu à cette bataille grâce à sa décision, même si seulement 6 000 rentreront chez eux. Sans cette capitulation, tous seraient morts dans un dernier assaut soviétique programmé pour le 10 février. Stalingrad nous enseigne que la guerre moderne industrialisée ne laisse aucune place au romantisme militaire du 19e siècle. Les charges de cavalerie, les duels d'honneur, la gloire individuelle, tout cela a été remplacé par l'artillerie massive, les bombardements aériens, les chars, la logistique, les statistiques de production. La bravoure individuelle ne peut rien contre la supériorité industrielle et numérique. Les soldats allemands à Stalingrad étaient techniquement supérieurs, mieux entraînés, plus expérimentés que leurs adversaires soviétiques. Mais ils ont été vaincus par les mathématiques implacables de la guerre totale. Plus de canons, plus de chars, plus d'hommes, plus de munitions du côté soviétique. Finalement, Stalingrad démontre que dans la guerre moderne, la volonté politique et la capacité industrielle comptent plus que le talent militaire tactique. L'Allemagne nazie avait les meilleurs généraux, les soldats les plus disciplinés, les armes les plus sophistiquées. Mais elle combattait une coalition qui disposait de ressources industrielles et humaines écrasantes. L'Union soviétique, avec ses 190 millions d'habitants et son industrie lourde, relocalisée en Sibérie. Les États-Unis, avec leur capacité de production illimitée, la Grande-Bretagne, avec son empire. Contre cette alliance, même la Wehrmacht à son apogée ne pouvait pas triompher. Stalingrad fut le moment où cette réalité mathématique devint évidente pour tous ceux qui voulaient le voir. Le reste n'était que prolongation d'une agonie programmée jusqu'au bunker de Berlin en avril 1945.